Madame, Monsieur, bonjour. Une région, 4 départements, 29 communes. La région du Sud, celle-là qui a parfois défrayé la chronique des paradoxes frontalières à 3 pays d'Afrique centrale, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Notre invité, une superstar, Monsieur le capitaine, Monsieur le proviseur, Monsieur le président. Bonjour. Bonjour. Président du Conseil régional du Sud, c'est cette dernière casquette qui vous vaut l'invitation de Triple D. Monsieur le Président, la décentralisation est véritablement en marche dans votre territoire de commandement, j'allais dire à l'étage supérieur, la région. C'est une réalité, la région aujourd'hui. C'est une réalité qui a été voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. La loi a créé la décentralisation depuis 1996 et cette loi a été complétée par celle de 2019 qui fait de nous aujourd'hui une entité, une nouvelle entité dans le paysage institutionnel de notre pays. La décentralisation, la régionalisation, comme je l'ai dit, sont devenues une réalité. Nous sommes dans une phase de démarrage, de structuration. Et au fur et à mesure, cette loi sur la décentralisation sera complétée par les textes d'application. Ces textes d'application qui donnera au Conseil régional toutes les compétences pour agir dans cette nouvelle gouvernance qu'a voulu le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, en créant les régions. Monsieur le Président, jusqu'ici, quelles sont vos plus grandes satisfactions? La plus grande satisfaction, c'est qu'elle existe. Nous existons depuis le mois de janvier, où nous avons été installés, élus au mois de décembre, installés au mois de janvier. Et j'allais dire, nous n'avons que 9 mois. Et les perspectives sont bonnes. Donc, nous ne pouvons pas encore faire de bilan qui puisse donner lieu à une satisfaction. Monsieur le Président, voyons tout cela en image avec notre reporter Flavien Zobo qui est descendu sur le terrain. Les premiers pas de la région du Sud et bien sûr les attentes fortes des populations. Reportage. C'est le 22 décembre dans la salle des actes de la commune de Boulevard 1er que le tout premier bureau du Conseil régional du Sud voit le jour. Un mois après, le gouverneur va envoyer le nouveau président et ses collaborateurs à leur devoir. Le temps était désormais compté. L'urgence de vivre une institution qui écrivait alors ses lettres d'or. Les mois qui suivent sont tout aussi déterminants pour l'équipe que conduit balle au pied Emmanuel Elimba. La première action forte ici est la formation des acteurs régionaux de la décentralisation. La première session ordinaire annuelle consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2021 fera tout aussi grand écho. L'enveloppe est évaluée à 3 milliards de francs CFA. Le montant, dira le président du conseil régional, est destiné à l'opérationnalisation de la structure dont le siège est logé en plein cœur du quartier administratif de la ville de Bolova, soit 40% pour le fonctionnement et 60% pour l'investissement. La rame de l'appareil administratif est en branle. En perspective, le Conseil régional, dans son approche d'élaboration d'un plan régional de développement, horizon 2022-2027, entend organiser les mois à venir un forum qui va regrouper toutes les forces vives de la région. La mission assignée au Conseil régional dans la stratégie nationale d'émergence intègre aussi le volet sportif. L'institution soutient déjà certains clubs du Sud, à l'instar de OBB entendu Olympique de Biomban, champion national des U17 et FC Bolova, représentant du Sud aux Interpools. Toutefois, ces bons points et ces ambitions fortes suscitent toujours des interrogations auprès des populations. Nous aurions souhaité les voir, par exemple, sur l'axe Bolova
à Com2, sur l'axe Ebolova et Foulan, sur l'axe Ebolova Mvangan. C'est la priorité du Sud. Créer une véritable industrie, industrie forestière ici, industrie d'ameublement, qui va permettre d'équiper déjà les administrations régionales. Vous imaginez ce large marché, et vous imaginez l'impact positif qu'une telle industrie peut avoir sur le chômage qui est criard dans notre région. Et il y a même derrière, n'est-ce pas, une telle activité, le marketing territorial que cela va apporter, parce qu'une telle activité va permettre, n'est-ce pas, de vendre véritablement la région du Sud et de la faire connaître un peu partout dans le monde. Nous attendons que le Conseil national traduise en fait ses actions propres, naturellement, les problèmes de route, d'adduction d'eau, entre autres projets prioritaires. De toute évidence, vivre cette réalité où les régions deviennent les principaux centres d'impulsion de leurs préoccupations, c'est le vœu qui anime aujourd'hui les populations du Sud. Président, vous avez suivi les administrés qui attendent beaucoup de vous, les routes, les adductions d'eau. Il y a par exemple la route Ebolova-Mvangan, Ebolova-Biombane et autres Efoulan, emploi jeune, industrialisation, notamment dans le secteur de l'ameublement. Quelle réaction après ce reportage? Je suis parfaitement conscient que les populations attendent beaucoup, et vraiment beaucoup, de cette décentralisation. Ce nouveau mode de gouvernance voulu par le président de la République met le conseil d'administration ou la région en première ligne du développement. Nous avons consulté, nous essayons de faire l'état des lieux. L'état des lieux qui nous permet de constater que sur beaucoup de domaines, il y a bien des choses qui ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Le Sud a accusé un grand retard. Si nous ne pouvons citer que le domaine des infrastructures routières, le réseau routier du Sud est évalué à peu près à 1400 kilomètres de route. 20% seulement ont été bitumés. Le Sud n'a pas d'industrie. Je crois que c'est encore là un grand chantier. Nous pouvons citer beaucoup de secteurs d'activité où nous avons perdu notre première place, notamment la production du cacao, qui a été un des maillons forts de l'économie dans la région du Sud. Cette agriculture mérite d'être soutenue. Nous sommes en train de préparer le plan régional de développement. Je voulais justement vous relancer sur ce plan de développement sur lequel vous êtes très attendu. Comment ça se passe? Comment vous procédez pour en arriver là? Bien, nous avons tenu notre premier conseil, qui était un conseil budgétaire. Et ce conseil a pris une résolution forte. Cette résolution consiste à rédiger, à concevoir un plan régional de développement. 2022-2027, c'est ça? 2022-2027. Parce que la rédaction, la conception de ce plan se fera de manière participative. À ce sujet, je voudrais ici, puisque vous m'en donnez l'occasion, d'annoncer de manière solennelle que dans les prochains mois, nous organiserons un grand forum, le forum des forces vives de la région du Sud, où tous les acteurs sociaux, élites, chefferies, commandements traditionnels, les jeunes, les femmes, la diaspora, seront conviés pour un échange citoyen, un échange pour concevoir, mettre en place une nouvelle dynamique et décider un pacte social
qui va nous lier pour les 3 ou 4 prochaines années. Nous y travaillons activement en ce moment. Donc, pour tout vous dire, nous nous préparons. Et la fin de cette année consacrera l'étape des préparations pour que la mise en œuvre de ce plan régional démarre effectivement avec l'exercice 2022 qui sera un budget triennal que nous allons commencer également à préparer. Monsieur le Président, le transfert des compétences intègre le développement économique, social, sanitaire, le développement sportif et culturel. Les conseils régionaux sont pratiquement au centre de tout. Oui, la loi encadre notre activité. La loi 2019 encadre notre activité, le domaine d'intervention, qu'on appelle généralement les compétences transférées. Je crois que pas moins de 19 ministères sont concernés par ce transfert de compétences. C'est un travail énorme qui englobe, qui touche l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, les forêts, la culture, le tourisme, tous les domaines économiques qui sont impliqués dans le développement d'une région parce qu'il s'agit du développement local. Tout ceci sera désormais de la compétence de la région. Peut-être un cas pratique, le contexte oblige, vous êtes supposé recruter les enseignants, gérer les établissements secondaires. Qu'en est-il exactement? Tout ceci sera précisé par les décrets d'application que nous attendons. La loi a donné un cadre général. Il doit être précisé par ce décret d'application que nous attendons. Nous avons bon espoir qu'avant la fin de cette année, ces décrets seront déjà prêts. Et lorsqu'ils auront été arrêtés par un décret du président de la République, nous pourrons réellement rentrer en action et nous les attendons avec beaucoup d'impatience et ceci nous permettra de travailler en toute connaissance de cause. Les régions sont donc à l'offensive. On vous a vu vers les ministères techniques ou les ministères de tutelle. Alors comment se dessine 2022? Avec beaucoup d'optimisme. Je pense que 2022 sera réellement l'année de démarrage de nos activités, sur le plan surtout des investissements parce que nous sommes attendus sur nos terrains-là. Mais 2022 aussi, pour nous, de la région, nous le percevons avec un peu pas de pessimisme, mais de doute. Parce qu'une loi a été votée pour que 15% du budget de l'État soit affecté aux collectivités locales décentralisées. Bien, et c'est cette dotation qui nous permettront de réaliser les projets que nous aurons à arrêter. Et ceci découlera du budget que nous allons voter. Si d'aventure les cartons sont encore affectés au ministère, nous comprendrons que cette décentralisation n'est pas encore réelle. Mais maintenant, tel que cela nous a été dit, ces sommes découlant des 15% du budget de l'État qui doit être affecté aux collectivités, si nous les avons, là, nous penserons que nous serons en droit de penser que cette décentralisation est effective. C'est pourquoi nous sommes dans l'attente, dans l'expectative, et nous jugerons la décentralisation à l'aune de cette
capacité de l'Assemblée à voter un budget qui reflète effectivement ce que le président a préconisé, la décentralisation, avec le transfert des moyens. Parce qu'il y a le transfert des compétences et le transfert des moyens. C'est lorsque nous aurons ces moyens que, effectivement, nous serons sûrs que nous pourrons agir. Monsieur le lion indomptable de la décentralisation dans la région du Sud, capitaine de l'équipe nationale Ragnon à la CAN 72, ici même à Yaoundé, nous allons faire un petit glissement vers les stades de football. 50 ans après cette CAN manquée au Cameroun, la page va se tourner avec cette nouvelle CAN? Si nous gagnons, parce qu'une chose est d'organiser la CAN, une autre chose est de la gagner. Je crois que le gouvernement de la République, et avec à sa tête le président de la République, le président est rentré, entre autres, dans la postérité avec ces réalisations gigantesques, je dis bien gigantesques, où nous tutoyons tous les pays du monde en termes d'infrastructures, notamment dans le domaine du football. Pour remercier le président, nous devons, nos fils, nos enfants, se doivent de gagner. Mais ce n'est pas facile parce qu'il y a une grosse pression sur les épaules de ces jeunes enfants. Et je pense que tout est mis en œuvre pour que nous puissions gagner cette compétition. Le ministre des Sports, président du COCAN, s'active. Je crois qu'il a fait un clin d'œil aux anciens footballeurs en créant une commission spéciale. Bon, nous osons espérer que notre cahier de charges nous permettra d'apporter réellement ce que nous pourrons pour que nos enfants puissent gagner. Et nous qui avons vécu, nous sommes les rares, on n'est plus très nombreux, cette CAN de 72 comme acteur. Alors comme acteur, un capitaine qui perd connaissance en demi-finale, à quelques minutes de la fin du match, le Cameroun qui est éliminé, voilà les images qui restent gravées comme souvenir de cette CAN 72? Peut-être pour l'imagerie populaire, oui, mais pour moi, nous avons été quand même médaille de bronze. Hein. On a gagné une médaille. Pour un sportif, c'est pas rien, être troisième en Afrique. Nous aurions tant souhaité gagner la médaille d'or, c'était justifié, nous en avions les moyens au point de vue du potentiel des joueurs et les efforts qui ont été consentis. Mais le football reste davantage un jeu. Et le jeu a ses règles, que lorsque vous êtes sur un terrain, les deux adversaires peuvent gagner. Un doit gagner, et certainement le Congo a été le meilleur, ils ont gagné. Mais nous ne devons pas en rougir parce que nous sommes montés quand même au podium, il ne faut pas l'oublier. Monsieur le Président, vous avez dit tantôt que vous êtes membre de la commission spéciale de veille et de suivi de la CAN 2021. La CAN 2021, nous sommes à 4 mois, disons, de l'événement. Vous veillez à quoi? Vous suivez quoi? À ce point de vue, notre cahier des charges n'est pas encore très, très précis, mais pour le peu que nous savons, nous avons des choses à faire. Nous osons espérer tout simplement que nous qui disons la vérité sportive, on nous suivra. Parce que la vérité sportive est différente des autres vérités. Les gens ne voient pas toujours le jeu. Ils s'attardent davantage sur les enjeux, les retombées d'un tel événement, mais nous pensons davantage au jeu. Tout doit être mis en œuvre pour que les enfants qui nous défendent soient dans les meilleures conditions possibles de gagner ce trophée, à tout le moins aller le plus loin possible. Monsieur le Président, l'ambiance de campagne électorale à la FECAFOOT, est-ce que cette ambiance favorise l'union sacrée autour des lions indomptables? Un contemporain avait dit, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis, rien ne peut nous arrêter. Je crois que cette ambiance est
regrettable, c'est malsain. Je crois qu'on ne peut pas avoir touché plus le fond. Et si je peux être écouté, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent une guéguerre comme ça dans une institution aussi sensible et importante que la FECAFOOT. Non, ce n'est pas sain pour une bonne préparation de la Coupe des Nations. Et j'en appelle à tous qui ont des responsabilités, à quelque niveau que ce soit, d'agir en patriote. D'agir en patriote qui aiment leur pays. On ne peut pas autant montrer à l'opinion que ce sont vos intérêts personnels que vous privilégiez sur l'intérêt national. Je suis assez dur, mais je pense que nous ne leur pardonnerons pas. Et en 72, nous n'étions pas très loin de ce genre de scandale, où les joueurs ont joué, étaient qualifiés pour les demi-finales, mais n'étaient même pas en mesure d'avoir une prime de 100 000 francs CFA, parce que malgré les moyens colossaux qui ont été mis en place, on n'a pas tenu compte des acteurs. Monsieur le doyen des présidents de conseils régionaux, revenons à nos moutons, revenons à la décentralisation. À quoi se résume votre plaidoyer aujourd'hui? Le plaidoyer serait que la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, soit réellement traduite dans les faits et que l'on donne aux régions les moyens de fonctionner et de remplir leur mission régalienne. C'est le plaidoyer, parce qu'à certains moments, on a l'impression qu'il y a des petits blocages, sinon des grands blocages, pour que ce transfert des compétences que nous avons évoquées prenne corps. Nous avons des gens d'une valeur avérée, donc nous avons l'expertise, nous avons des compétences, nous sommes en mesure de relever le défi, mais à condition que nous ayons ce que j'ai dit, tous ces ingrédients que j'ai évoqués, et nous sommes prêts à travailler activement. Et je chute par là, la gouvernance aujourd'hui a un visage, et ce visage c'est le nôtre. Il faut que nous le préservions. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Bon vent aux Lions indomptables du Cameroun sur les deux fronts, Cannes et Coupe du Monde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain sur d'autres chantiers de la décentralisation au Cameroun. Au revoir.